Alors j'entends depuis tout à l'heure un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de problématiques. Madame Prévost qui parle du numérique en santé. Et en tant que laboratoire de biologie médicale, nous sommes un acteur euh, majeur. J'entends aussi les problématiques du centre hospitalier d'Aix, le poids de l'administratif et enfin le rôle prégnant de la logistique. Je crois que pour ce qui nous concerne, nous autres, les laboratoires de biologie médicale, la crise sanitaire a été une occasion de prouver, de démontrer notre capacité de faire. Je donnerai peut-être quelques chiffres tout à l'heure. Je dirais simplement que ce que nous avons réalisé pendant cette crise sanitaire est le résultat de 10 à 15 ans de travail. Et peut-être que je vais prendre quelques instants pour vous raconter cette histoire. En janvier 2010, c'est dommage que M. Vigier soit parti parce que nous sommes confrères, il est biologiste médical comme moi et il connaît cette histoire, je crois, par cœur. Il y a un changement réglementaire qui impose deux autres enjeux supplémentaires. Une accréditation obligatoire. Nous sommes le seul pays où cette accréditation est obligatoire, et puis quand même des objectifs financiers assez forts, puisqu'il fallait réduire le coût de la biologie médicale. Donc pendant 10 années consécutives, nous avions ces deux étaux, et tout ça nous a emmenés dans une marche forcée de consolidation du secteur de la biologie médicale, si bien que en 2010, nous étions en la matière le pays le plus fragmenté, le plus dispersé d'Europe, et aujourd'hui, nous sommes le pays le plus consolidé. Alors, j'ai vécu ça de l'intérieur. J'ai moi-même une formation médicale, et puis, devant de tels changements, il a fallu, permettez-moi l'expression, prendre le taureau par les cornes. Et j'ai commencé à m'intéresser à des sujets tels que la fusion-acquisition, des sujets tels que l'informatisation déjà, puisque nous sommes dotés de systèmes d'information qu'on n'a fait que performer et améliorer, et puis aussi des sujets de logistique. Ce qui nous a poussé aussi à le faire, c'est une révolution technologique majeure, puisque peut-être vous souvenez-vous, il y a quelques années, chaque laboratoire disposait d'un plateau technique plutôt modeste dans l'enceinte de ses locaux. Il se trouve que la technologie et que la science n'attend pas, et que ces machines sont devenues de plus en plus performantes et même productives. Donc finalement, tout ça nous a amené à concentrer nos plateformes techniques, et puis là où auparavant nous réalisions les analyses sur place, il fallait d'un coup les acheminer entre l'endroit où la prise de sang se fait et l'endroit où l'analyse est produite. Alors c'est vrai que au départ, mon sentiment à moi, c'était de dire on va perdre du temps, et celui qui va y perdre surtout, le mot arrive que maintenant, mais il est fondamental, c'est le patient. C'est le patient, au lieu d'avoir ses résultats, le soir même, il les aura peut-être le lendemain, ou que sais-je, encore plus tard. Tout le monde sait que quand on réalise un examen médical, quel qu'il soit, il y a un chronomètre qui se déclenche, et il y a le tic-tac de l'horloge, et finalement, on est suspendu jusqu'à ce que le résultat nous parvienne. Et à partir du moment où la ponction, enfin, où l'examen est réalisé, c'est notre responsabilité qui est engagée. Alors, je vous ai donné mon impression, mon intuition même, forcé de constater que 10 années plus tard, avec une bonne logistique et des machines très productives, c'est faux. Puisque je dirais même qu'aujourd'hui, ce schéma permet de rendre un résultat au patient dans un délai plus court. Il est vrai que pendant ce temps, la technologie a continué à évoluer et à progresser. Et là, ça nous induit à un deuxième enjeu majeur, et qu'on a tous plus ou moins abordé, c'est que quand il y a un bond technologique qui se réalise,
il fait quelque chose de fondamental, c'est qu'il s'accapare, c'est une formule à laquelle je tiens énormément, il s'accapare de la valeur ajoutée de l'humain à l'instant T. Et l'humain, finalement, voit disparaître sa valeur ajoutée et se trouve un peu désœuvré, parfois désorienté. On peut noter du désarroi et même une forme de blues ou de nostalgie d'un passé meilleur. Et je crois que tout notre rôle, c'est d'accompagner, puisque qui dit changement, dit accompagnement au changement. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental et qui est insuffisamment fait dans nos organisations au sens large. Si nous investissions davantage, je crois, dans l'accompagnement au changement, probablement que les plus anxieux, que les plus craintifs d'entre nous se mettraient en mouvement plus rapidement. Et voilà, les plus audacieux montreraient le passage et diraient « tu verras, tout va bien » et on va tous aller vers un monde qui quand même est meilleur. Et de toute façon, cette avancée est inéluctable. Synlab Provence aujourd'hui, c'est 66 sites dans les Bouches-du-Rhône, dans les Alpes de Haute-Provence et aussi dans le Vaucluse. Chaque jour, nous recevons, hors Covid, 6000 patients qui sont des patients de ville et des patients d'hospitalisation privée. Quand on a vu venir cette crise sanitaire, en fait, je devrais dire, on ne l'a pas vu venir. En fait, personne ne l'a vu venir. En tout cas, quand d'un coup de téléphone, il fallait passer pour la biologie médicale libérale de 50 000 dépistages semaine à plusieurs centaines de milliers, voire à plusieurs millions, je peux affirmer la chose suivante. Si nous n'avons pas fait le travail les 10 années qui avaient précédé, je dirais de collaboration, de faire synergie de nos forces, et bien probablement que nous aurions été dans l'impossibilité d'honorer cette mission qui nous a été confiée par l'État. Et aujourd'hui, je voudrais quand même tirer et partager quelques enseignements de cette période. Pour moi, les avancées sont majeures et les enseignements importants. Madame Prévost parlait tout à l'heure du SI-DEP, du système d'information. Vous veniez le matin, enfin à toute heure, pour réaliser un dépistage, que vous ayez des symptômes. Donc là, on est dans une visée diagnostique, ou alors parce que vous avez été cas contact. Donc là, c'est plutôt une approche préventive. L'examen a été réalisé au laboratoire. En quelques heures, le résultat, vous le receviez par SMS, et puis ensuite, hop, ça allait alimenter la base. Et puis, le soir, quand on allumait, pour ceux qui le font encore, notre téléviseur, et qu'on pouvait contempler les résultats présentés par Jérôme Salomon, qui nous disait « Ah bah tiens, là ça monte, là ça descend, là ça va monter ». Pour la première fois, en fait, je crois que c'est vraiment la première fois, nous avons réalisé une approche épidémiologique, populationnelle, dynamique. Ce que j'entends par dynamique, c'est en live, en temps réel. Et en temps réel, nous faisions ces examens, ils remontaient dans la base, et donc ensuite c'était modélisé. Mais hop, d'un coup là ça montait, et on savait dire que l'incidence augmentant, le nombre de cas aussi, donc la semaine qui suivait, quasi avec certitude, les hospitalisations en soins de médecine, et hop, à peu près la semaine suivante, des hospitalisations en soins intensifs. Voilà. Donc ça, je crois, en tout cas moi, je n'ai pas dans la littérature quelque chose de comparable à cela. Et pour rester sur un message optimiste, je crois que c'est très prometteur, puisque aujourd'hui, en effet, nous produisons énormément de data, c'est le mot, et
clairement, elles restent, une fois qu'elles ont été vues par le patient et par le médecin, inertes dans nos serveurs. Nos objectifs communs, puisque je rencontrais il y a quelques jours les gens du GRAD à l'ARS, enfin sur notre région, c'est de faire parler ces data pour passer d'une approche préventive à une approche prédictive. Et je crois que le patient et le service qui lui sera délivré sera meilleur. La vertu finale, puisque nous souffrons, comme tout le monde, d'une carence en temps médical, d'une carence en praticiens, d'une population de praticiens qui vieillit et qui au final diminue, la vertu, c'est que le fait d'intégrer tous ces bons technologiques, logistiques, informatiques, etc., et d'accompagner le changement de nos structures en manageant aussi bien l'expertise médicale que le management, enfin que la gestion et l'administration de nos entreprises, nous avons réussi à faire plus avec moins, puisque nous sommes moins de biologistes médicaux, et pourtant nous traitons plus de patients, plus de données, puisque la population vieillissant, finalement, le besoin augmente de façon arithmétique. Donc oui, je crois que les bons technologiques, avec un bon accompagnement, peuvent permettre de rendre du temps aux soignants et que ce temps, aujourd'hui, dans une idée du soin, je dirais, presque antique, ce temps doit être consacré dans une relation avec le patient, une empathie, un lien direct, et plus forcément dans des actes techniques. Voilà ce que je pouvais dire. Il faut toujours passer par la chaîne de confiance naturelle, qui est effectivement le soignant, que ce soit le médecin d'ailleurs, ou l'infirmier, l'infirmière, ou alors l'ensemble des personnels de santé. On sort d'une crise sanitaire, espérons-le, il faut donner l'idée et la visibilité du respect et de la cohérence de nos professions de santé. Non, il ne faut pas sortir de ça. Par contre, il faut aussi développer leur efficacité. On a des personnels de santé fatigués, surmenés dans beaucoup de cas, rares dans beaucoup de régions et dans beaucoup de spécialités. Et pour redonner confiance à toute la profession et redonner confiance aussi dans le lien qui en France est fort, hein, c'est une nation de santé. On adore la santé en France. Voilà, mais après la guerre, ma chère Françoise, après la guerre, le compromis social à la libération s'est basé sur la santé, la protection sociale. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on sent bouger. Ça coûte très cher, c'est 280 milliards d'euros par an. Ce sont des dizaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui, c'est un manque de médecins, de professions de santé et des besoins qui s'accroissent, tenez-vous bien, de 5 à 6% par an, avec cette année une croissance qui va être proche de zéro. Ça veut dire quoi? Que cette richesse-là, il va falloir la créer et la renouveler. Et elle va se renouveler à l'intérieur même des professions de santé, par l'accès à de nouvelles technologies, mais plus encore de nouvelles organisations. C'est-à-dire ce que vous disiez, et à juste titre, l'inclusion du trinôme, la technologie, le patient, le soignant. Et ça, il faut le faire ensemble. Parce que si on ne le fait pas ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un des trois qui va nous lâcher. La technologie ne sera pas en pointe, le soignant sera épuisé, et le patient aura peut-être perdu confiance, mais il aura peut-être aussi accès à des soins de plus en plus chers. Et le vrai compromis, ce n'est pas la santé gratuite, parce qu'elle n'est pas gratuite, on la paye avec nos impôts et nos taxes. Voilà. Et le contribuable, c'est nous. C'est qu'en fait, on doit aussi avoir un juste équilibre de ce que ça pèse sur les finances publiques. L'efficacité technique va amener un renouveau de l'efficacité médicale. J'en suis convaincu, c'est pour ça que je suis depuis le début le projet Lifeline, et Marc bien sûr, et toute l'équipe qui est derrière. Je suis content aujourd'hui d'avoir eu des témoignages aussi structurés sur les besoins, mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure en public, j'estime assez clairement qu'on doit mettre maintenant la charrue avant les bœufs. On ne peut pas se planter sur cette affaire-là, parce que sinon les déserts médicaux vont devenir des zones d'abandon complet de la dynamique médicale de la protection sociale. Et il y a des régions entières où il n'y aura plus rien. Ce matin, j'étais au colloque annuel des mandataires de la CPME sur ces questions de santé, sur ces questions de retraite, la protection familiale, etc. Des questions très complexes. Que disent les chefs d'entreprise et le monde économique? Là où les territoires perdent en couverture de santé, vous avez
un abandon économique qui suit quelques années après. C'est extrêmement important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, revitaliser nos territoires, notre agriculture, réindustrialiser, oui, très bien, tant mieux. OK. Mais si on n'a pas la couverture santé, qui est la première protection, celle du corps, de la famille, de soi, du danger face à la vie, qui revient sur tous les territoires, on perd la capacité à gérer notre économie dans son ensemble. Donc attention, une désertification qui est celle médicale aujourd'hui amène demain à une désertification humaine, à une transformation globale de notre pays vers un ensemble de distorsions qui fait qu'il y a des endroits où vous aurez accès qu'à certains types de services médicaux et aucun autre, et d'autres où ce sera que des maisons de santé numériques avec du télédiagnostic. On sait que ça ne marche pas, pour tout en tout cas. C'est utile, c'est indispensable, on base les choses. Mais ce matin, j'étais avec la ministre au même congrès. Elle disait il faut que la chaîne, dans son ensemble des professions de santé, le pharmacien, on l'oublie trop, elle disait. Alors, elle est elle-même pharmacienne, à ce que j'ai compris. Mais c'est intéressant de parler de pharmacien. On les a vus d'un coup faire des vaccins, s'intéresser à la protection anti-Covid, faire des tests, etc. Le pharmacien, en 2 ans, il a changé. Il est devenu un agent de santé essentiel. Et je pense que dans ce que proposent Marc et Lifeline, il y a non seulement une chance historique d'intégrer toutes les professions de santé, mais comme ça a été dit tout à l'heure aussi, de mettre enfin en place le pôle technologique et les appels à projets qui vont avec pour aller maintenant vers le 21e, aller vers même le 22e siècle, avec une hospitalisation 3.0 qui sera capable de nous donner en temps et en heure, peut-être pas le niveau d'efficacité, mais en tout cas le niveau de rendement économique, social et sanitaire qu'on est en droit d'attendre.